Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous expert consacré aujourd'hui au marché à procédure adaptée. Alors, les procédures formalisées imposées par les textes nationaux et européens s'appliquent uniquement au marché public d'un montant supérieur à certains seuils. Au-dessous de ces seuils, l'acheteur est libre d'organiser sa procédure comme il l'entend, dans le respect de certains principes. Il s'agit de la procédure adaptée. De nombreux acheteurs publics ignorent la liberté que cette procédure leur offre. Néanmoins, liberté ne doit pas rimer avec légèreté. En effet, les acheteurs doivent respecter certaines règles. Dans quel cas est-il possible de recourir à la procédure adaptée? En quoi consistent les étapes préalables au lancement de la procédure ainsi que les modalités de passation de ces marchés? Quelles sont les erreurs à éviter? Nicolas Lafay, avocat au barreau de Paris depuis plus de 10 ans, spécialisé en droit de la commande publique, répondra à ces différentes questions et bien d'autres au travers de cette présentation portant sur les marchés à procédure adaptée. Avant de vous laisser la parole, Maître, je vous rappelle que vous avez à tout moment la possibilité de poser par écrit vos questions en cliquant sur l'onglet questions. Maître, je vous laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement aujourd'hui dans le cadre de cette présentation d'une durée d'environ 45 minutes, nous allons aborder la question des marchés à procédure adaptée, dit MAPA, selon deux parties. Dans une première partie, on verra donc la préparation d'un MAPA et dans une seconde partie, on verra tout ce qui concerne les règles relatives à la passation de ces marchés. Donc dans la première partie sur la préparation des MAPA, on évoquera donc les différents cas de recours au MAPA ainsi que les différentes étapes préalables au lancement de la procédure. Donc dans un premier temps, nous allons faire quelques petits propos introductifs sur le MAPA. Donc les marchés à procédure adaptée sont des marchés publics comme les autres. Ils ont la même définition et s'exécutent strictement de la même manière que pour tous les marchés. C'est pour ça que dans le cadre de cette présentation, nous ne serons pas évoquer les règles relatives à l'exécution des MAPA qui diffèrent peu finalement des règles d'exécution classiques. Ces marchés sont évidemment soumis aux trois grands principes de la commande publique, à savoir la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. C'est ces trois grands principes que vous devez avoir toujours à l'esprit au moment de lancer ces procédures adaptées et en ayant à l'esprit évidemment de ne pas violer ces grands principes qui entraîneraient évidemment des risques en termes de procédure. Donc, les marchés à procédure adaptée, ce sont des marchés qui sont conclus sur la base d'une procédure de publicité et de mise en concurrence adaptée, d'où leur nom, adapté évidemment par l'acheteur. Ces marchés à procédure adaptée s'opposent à ce qu'on appelle les marchés à procédure formalisée, la procédure formalisée de principe étant l'appel d'offres, pour lesquels une procédure est donc formalisée par les textes, la nouvelle ordonnance et le nouveau décret relatif au droit de la commande publique, avec des obligations strictes à respecter. Donc les différents cas de recours au MAPA, il y a 5 cas de recours qu'on va étudier tout de suite. Alors, rappelons que l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 indique qu'un marché est passé selon une procédure adaptée, dont les modalités sont déterminées par l'acheteur dans le respect des grands principes que nous avons mentionnés, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure à certains seuils ou en fonction de l'objet de ce marché. Donc d'ores et déjà, il y a deux grands cas de recours un peu généraux au MAPA. Lorsque le montant du marché est inférieur à un certain seuil, et ce, quel que soit l'objet, donc qu'on soit en matière de travaux, de fourniture ou de services, ce sont les MAPA qu'on peut appeler MAPA article 27, ou lorsque le marché a pour objet un certain nombre de services spécifiques, et ce, quel que soit le montant. Donc dès lors qu'on est même au-dessus de ces seuils, puisqu'on est dans ces services spécifiques, on est en MAPA, quel que soit le montant du marché, c'est les MAPA de l'article 28. Il y a deux cas de recours spécifiques également au MAPA. Pour les marchés de services juridiques de représentation en justice, on peut appeler ça les MAPA de l'article 29, et pour les petits lots, MAPA article 22. Il y a un dernier cas qui est le cas des très petits marchés qui ne sont plus à proprement parler maintenant des MAPA, mais dont on peut évoquer ici l'existence. Donc les MAPA, article 27,
quel que soit l'objet du marché, dès lors qu'on est en dessous de certains seuils, on est en procédure adaptée et donc l'acheteur peut recourir à un MAPA. Donc les seuils à connaître, je vous les ai rappelés pour les avoir bien en tête. Donc en dessous de 135 000 euros pour les marchés de fourniture et de services de l'État et de ses établissements publics, en dessous de 209 000 pour les marchés de fourniture et de services des collectivités territoriales et des établissements publics de santé, et 5 225 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux. Donc dès lors qu'on est en dessous de ces seuils, on est bien dans une procédure MAPA. À savoir que ces seuils sont modifiés tous les 2 ans au niveau communautaire et sont intégrés en droit interne par décret, actuellement le décret du 30 décembre 2015. Donc ils sont applicables du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et seront modifiés un peu en diminution ou en augmentation au 1er janvier 2018. S'agissant des MAPA article 28, donc quel que soit le montant, en fonction d'un certain objet du marché de services, eh bien ces marchés sont listés par un avis qui a été publié donc le 27 mars 2016. Je vous ai cité les principaux services concernés, à savoir les services sociaux, services administratifs, éducatifs et culturels, les services d'hôtellerie et de restauration, services postaux et les services juridiques de conseil. Il y a la liste des codes CPV qui permet de vérifier si le marché qu'on souhaite passer est bien dans l'une de ces catégories de services spéciaux et peut faire l'objet d'un MAPA, quel que soit le montant. Troisième cas de figure, les marchés de services juridiques de représentation en justice. Donc, depuis la réforme, il convient maintenant de distinguer les services de pur conseil juridique, sans aucun lien avec un éventuel contentieux. Ces services de consultation lambda sont soumis à la procédure adaptée article 28, donc ce sont des MAPA services spécifiques article 28. En revanche, les services de représentation en justice sont spécifiquement visés à l'article 29 et sont les MAPA article 29. Ce qu'on entend par représentation, c'est 2 choses. C'est d'une part la pure représentation légale d'un client par son avocat. Donc évidemment, on pense tout de suite à la procédure juridictionnelle, toutes les instances au TA, les ACA ou même au Conseil d'État. Mais également devant des autorités publiques. On pense là au conseil de discipline en matière de sanctions infligées à un fonctionnaire ou dans le cadre d'un mode alternatif, par exemple les fameux CIRAL en matière de marché public. Mais il y a également ce qu'on entend par représentation, c'est également tous les services de consultation qui sont fournis en vue d'un éventuel contentieux. Dès lors qu'il y a des probabilités assez importantes que la consultation qu'on fasse aboutisse, enfin que le dossier traité aboutisse à un contentieux, eh bien on est toujours dans ces MAPA article 29. Par exemple, si vous validez un arrêté de sanction d'un fonctionnaire et qu'on sent qu'il peut le contester, eh bien on relèvera de cette catégorie spécifique de MAPA. Pour ces services, la procédure est très allégée, puisque en gros la majorité des articles du nouveau décret de mars 2016 ne s'appliquent pas et qu'on est libre en tant qu'acheteur de définir les modalités de publicité et de mise en concurrence. On peut conclure sur ce point qu'il y a quasiment un libre choix de l'avocat en matière de représentation en justice et de conseil portant sur un éventuel contentieux. Il y a également donc les MAPA article 22, ce sont les fameux petits lots qui existaient déjà avant la réforme et qui sont visés à l'article 22 du décret du 25 mars 2016. C'est la possibilité de recourir à une procédure adaptée pour la passation de certains lots lorsque le marché global dépasse lui-même les seuils s'il en respecte 2 conditions. La première de ces conditions, c'est que la valeur estimée de chacun des lots concernés soit inférieure à 80 000 euros pour des fournitures ou des services ou à 1 million d'euros pour des travaux et que le montant cumulé des lots, des petits lots, n'excède pas 20% de la valeur totale estimée de tous les lots. Donc j'ai pris un exemple, s'agissant d'un marché paysager d'une région divisé en 3 lots géographiques, d'un montant total de 450 000 euros, donc supérieur au fameux seuil de 209 000 euros, qui implique que la totalité de ce marché doivent être conclue selon une procédure formalisée. Eh bien, dans ce cas précis, le lot numéro 3
est considéré comme un petit lot et pourra donc être passé en marché à procédure adaptée puisqu'il remplit les deux conditions précitées, à savoir qu'il est inférieur s'agissant d'un marché de services à 80 000 euros et que son montant n'excède pas 20% de la valeur de la totalité des lots. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors même que normalement une procédure formalisée devrait être lancée pour la totalité de ces lots, eh bien cette exception permet de recourir à un marché à procédure adaptée pour le lot 3, alors même qu'il se rattache à cette même opération et à ce même marché. Donc concrètement, ça permet de lancer un appel d'offres pour le lot 1 et pour le lot 2 et un MAPA pour le lot 3 avec la possibilité bien évidemment de recourir à une négociation qui est l'intérêt principal du recours au MAPA. Et donc cette exception permet d'introduire un peu de négociation alors même qu'on serait pour la totalité sur un marché à procédure formalisée. Dernier cas de recours, le cas des très petits marchés, alors qui ne sont plus strictement des marchés à procédure adaptée dans la nouvelle réforme. Ils étaient avant 2016 classés comme des marchés à procédure adaptée. Ce sont tous les marchés inférieurs à 25 000 euros, les très petits marchés, qui sont maintenant considérés en vertu de l'article 30, 1.8 du décret, comme des marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable. Donc ce ne sont plus à proprement parler des MAPA et ils peuvent être conclus de gré à gré, c'est-à-dire directement avec un prestataire sans aucune formalité préalable, donc aucune conclusion de devis préalable, ni de publicité. Évidemment, une limite prévue à l'article 30. Dans ce cas-là, il est précisé que l'acheteur doit veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des données publiques et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre aux besoins. C'est des mesures de bon sens qui doivent être mises en œuvre, y compris dans la conclusion de ces marchés de gré à gré. Alors, comme dans tout marché, avant le lancement d'une procédure, il y a un certain nombre d'étapes préalables à vérifier et à mettre en œuvre. Il y a tout d'abord la définition préalable du besoin qui consiste à déterminer l'objet et le périmètre du marché. Alors, nouveauté textuelle du décret de 25 mars 2016, la consécration du sourcing ou sourçage selon la traduction française. Il est désormais acté que avant la passation d'un marché et pour préparer cette passation, l'acheteur peut effectuer des consultations, réaliser des études de marché, solliciter des avis auprès d'opérateurs économiques pour déterminer le périmètre de son marché. Évidemment, une limite tout de suite, c'est que le résultat de ces études peuvent être utilisés évidemment par l'acheteur à condition qu'il n'ait pas pour effet de fausser la concurrence et qu'il n'entraîne pas une violation des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que vous faites des études de marché préalables, il faut penser, lors de la procédure, à mettre tous les candidats sur un pied d'égalité en termes d'information et donc de fournir éventuellement les résultats de ces études dans le cadre du DCE pour remettre tous les candidats à égalité. On est là sur un processus un tout petit peu risqué dans la mesure où on est en MAPA et on pourrait se dire que c'est une procédure adaptée, donc faire toujours attention, dès lors qu'il y a eu recours au sourcing, à penser à mettre les candidats, remettre les candidats sur un même pied d'égalité en termes d'information. Il y a également évidemment la définition des besoins par le biais de spécifications techniques, donc je ne développe pas tellement ce point, c'est tout ce qui concerne la définition par le biais de normes techniques, avec évidemment penser toujours à la notion d'équivalence dès lors qu'on cite des marques ou des spécifications techniques qui auraient pour objet de limiter l'accès à la commande par un certain nombre de candidats. Alors, il y a également un point fondamental avant de lancer son marché, c'est de la façon dont on calcule la valeur estimée de ce besoin pour savoir si l'on est en dessous des seuils, notamment pour l'article 27, comme je vous le disais tout à l'heure, savoir si on est en dessous ou au-dessus des seuils. Donc il y a une manière de computer les montants des marchés qui permet de déterminer si on est au-dessus ou au-dessous des seuils. Évidemment, si on est au-dessous, on pourra recourir au MAPA, au-dessus, on ne pourra pas. Donc ça, les règles sont fixées aux articles 20 à 23 du décret.
Donc l'article 20 nous dit que la valeur estimée du besoin est calculée sur la base d'un montant total hors taxe, c'est bien le montant hors taxe qui doit être retenu, y compris toute option, reconduction éventuelle. Le but, c'est de ne pas pouvoir scinder ses achats pour rester en dessous des seuils et saucissonner les différents marchés, passer 2 MAPA au lieu de passer une procédure formalisée. Donc en matière de travaux, on nous donne les précisions suivantes. La valeur totale des travaux est computée en se rapportant à la notion d'opération. D'accord ? Tous les marchés de travaux se rapportant à une même opération doivent être computés ensemble et c'est le montant total de ces marchés qui déterminera le seuil à respecter. L'opération, c'est, selon la définition du code, lorsque l'acheteur prend la décision de mettre en œuvre dans une période de temps et un périmètre limité un ensemble de travaux caractérisés par son unité fonctionnelle, technique ou économique. En gros, dès lors qu'on est sur des travaux qui se rattachent à la même construction de bâtiment, par exemple, eh bien, on doit cumuler l'ensemble des marchés passés pour déterminer le seuil. En matière de fourniture ou de services, on nous dit qu'il doit être procédé à une estimation de la valeur totale de ces fournitures ou de ces services considérés comme homogènes, soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle qui est souvent définie en interne par le biais de différentes nomenclatures dans les collectivités locales. Pour ces marchés de fourniture et de services qui répondent à un besoin régulier, la valeur mentionnée doit être calculée selon les principes suivants, soit sur la base du montant hors taxe des prestations exécutées au cours des 12 derniers mois ou de l'exercice budgétaire précédent. Donc on calcule sur une année qu'est-ce qu'on a passé comme service ou fourniture équivalente pour déterminer sur la période budgétaire suivante si on sera au-dessus ou au-dessus des seuils. Soit, dès lors qu'on n'a pas de marché équivalent sur les périodes précédentes, eh ben, sur une estimation sincère sur la base des 12 prochains mois. Et donc, il convient dans ces cas-là de procéder à une estimation raisonnable de ce qu'on estime devoir passer. Un certain nombre de règles à connaître dès lors qu'on est dans cette calcul de valeur estimée du besoin. Pour les marchés, les accords cadres à bon de commande, les anciens marchés à bon de commande, puisque la notion de marché à bon de commande n'existe plus, alors ces marchés peuvent être conclus avec ou sans maximum, et dès lors les règles sont les suivantes. S'il y a un montant maximum qui est inférieur au seuil, bien évidemment, possibilité de recourir à un MAPA. Si le montant maximum est supérieur au seuil, et malgré le fait que le montant minimum serait inférieur au seuil, eh bien obligation de recourir à une procédure formalisée. Lorsque vous ne fixez aucun maximum, la jurisprudence considère qu'on est réputé dépasser le seuil et seule une procédure formalisée pourra être mise en œuvre. Dès lors, pour un marché, un accord cadre à bon de commande, si vous souhaitez recourir à un MAPA, il vous faut fixer obligatoirement un montant maximum inférieur au seuil cité précédemment. L'idée, c'est évidemment de ne pas procéder à un saucissonnage irrégulier qui peut avoir des conséquences administratives en termes de procédure, mais également, de manière plus problématique évidemment, des conséquences pénales. Il y a également donc l'obligation d'allotir son marché, y compris pour des procédures adaptées. Cette règle de l'allotissement du marché qui a été consacrée en 2006 est reprise à l'article 32 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 qui rend obligatoire par principe et sauf exception l'allotissement des marchés, de tous les marchés. Donc les MAPA sont évidemment concernés par cette obligation d'allotissement. L'allotissement doit être établi soit par lot, enfin par objet, soit géographiquement. 3 exceptions néanmoins à la possibilité, à l'obligation d'allotir son marché. On peut, y compris dès lors qu'il y a des prestations distinctes identifiées, on peut recourir à un marché global dès lors que l'acheteur n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'ordonnancement, de pilotage et de coordination des prestations. Ça, c'est quand généralement les services ne sont pas extrêmement fournis et ne pourrait pas gérer plusieurs lots. Donc cette exception permet dans ces cas-là de recourir à un marché global pour piloter qu'un seul co-contractant et ne pas avoir plusieurs co-contractants à piloter et à coordonner.
Deuxième exception, si la dévolution en lot séparée est de nature à restreindre la concurrence, très sincèrement, je ne vois pas très bien à quoi cette exception correspond, et elle est d'ailleurs très peu utilisée. La troisième exception, la plus communément utilisée, lorsque la dévolution en lot risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations. Donc ça, c'est dès lors qu'on arrive à démontrer que le recours au marché global ferait faire des économies ou que techniquement, il serait difficile de gérer la coordination entre deux lots, compte tenu par exemple de l'imbrication des différentes prestations. Pas mal de jurisprudence sur ce sujet a été rendue ces dernières années. Une nouveauté textuelle qui était déjà validée par la jurisprudence, l'acheteur peut désormais limiter le nombre de lots pour lesquels un opérateur peut présenter une offre, ou même limiter le nombre de lots pouvant être attribués à un même opérateur économique. Mais évidemment, dans ce cas-là, il faut préciser les règles dans le DCE, donc les règles interdisant la réponse à plusieurs lots, ou dans le cas où on répond à plusieurs lots mais qu'on a un nombre limité de lots à se voir attribuer, eh bien les règles d'attribution de ces lots, donc soit par préférence du candidat, soit par montant maximum de différents lots, etc. Il y a plusieurs techniques possibles, mais il faut que ce soit bien écrit dans le DCE. Rappelons sur ce point que les offres sont appréciées lot par lot, et que la possibilité de présenter des offres variables qui étaient prévues dans l'ordonnance et le décret va être supprimée avec l'adoption de la loi Sapin 2. Donc il n'y aura plus de possibilité de présenter des offres variables, y compris en MAPA. Une nouveauté par rapport à l'obligation d'allotissement en MAPA, il y a désormais l'obligation de motiver le choix de ne pas allotir le marché, même en MAPA. Ça résulte de l'article 12 du décret du 25 mars 2016 qui précise bien que l'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché public répondant à un besoin inférieur au seuil, donc en MAPA, motive ce choix dans les documents relatifs à la procédure qu'il conserve en application de l'article 108. Donc il y a une obligation désormais textuelle d'indiquer pourquoi on recourt à un marché global et non à un marché alloti. Voilà pour les différents cas de recours et les différentes étapes préalables à la passation d'un MAPA. Nous allons maintenant nous concentrer sur la phase de passation de ces marchés publics, en voyant tout d'abord la publicité, ensuite les délais de remise des plis, le cas des variantes, les critères et sous-critères de choix, la possibilité de recourir à une négociation, l'examen et l'analyse des offres et l'achèvement de la procédure. Donc s'agissant de la passation de ces marchés qui sont dont la procédure est librement définie par l'acheteur, rappelons quand même que si l'acheteur est libre de déterminer librement les modalités de passation de ces marchés, on ne peut pas faire n'importe quoi et il existe un encadrement minimum à chaque stade de la procédure qu'il faut avoir en tête. Et notamment en matière de publicité par exemple, s'agissant des MAPA article 27, donc en dessous des seuils, il y a des obligations de publicité à respecter. Donc par exemple, pour les marchés conclus par l'État, ses établissements publics, autres que les EPIC et les collectivités territoriales, il y a un seuil intermédiaire de publicité fixé à 90 000 € hors taxe, puisque en dessous de 90 000 €, il y a une liberté totale de choix du support de publicité. Il y a cette fameuse procédure des 3 devis qu'on peut mettre en œuvre de 25 000 à environ 50 000 €. Et ensuite, une publicité qui doit être efficace. Donc ça peut être une publication sur le site internet, sur de la presse spécialisée, presse locale, qui doit permettre de toucher les acteurs économiques concernés. En revanche, au-dessus de 90 000 €, eh bien, obligation de publicité soit au BOAMP, soit dans un JAL, journal habilité à recevoir des annonces légales, plus une possibilité, une faculté de recourir à une publicité supplémentaire dans une revue spécialisée, par exemple en matière de travaux, eh bien, le moniteur des travaux publics. Pour les autres acheteurs qui ne sont pas l'État et les établissements publics, par exemple les SEM ou autres, eh bien,
jusqu'au seuil des procédures formalisées, il y a une liberté totale de choix du support de publicité. Pour les MAPA article 28, donc les fameux marchés spécifiques selon l'objet, des seuils également à respecter qui ne sont pas les seuils vus précédemment. Donc pour tous ces gesteurs, dès lors qu'on est dans le cadre de ces marchés de services, il y a deux seuils à avoir en tête. Le seuil de 750 000 € pour les pouvoirs adjudicateurs, donc en dessous de ces seuils, il y a une liberté de choix avec toujours la réserve que la publicité doit être efficace, hein. Donc la procédure des 3 devis limitée jusqu'à 50 000 € plus une autre publicité après, et 1 million d'euros pour les entités adjudicatrices. Au-dessus de ces seuils, et bien évidemment, publication obligatoire au JO-UE, alors même qu'on est dans le cadre d'une procédure adaptée. S'agissant du délai de réception des candidatures et des offres, ces délais sont strictement encadrés uniquement pour les procédures formalisées, hein. En appel d'offres ouvert, maintenant on est à 30 jours pour la remise pour le dépôt d'un pli, et en MAPA, il n'y a donc aucun minimum légal à respecter. Évidemment, le délai ne peut pas être fixé totalement librement, puisqu'on nous parle d'un délai raisonnable qui doit être adapté à l'objet et au montant du marché. Donc ça, c'est l'article 43 du décret du 25 mars 2016, qui reprécise bien les règles et qu'il faut tenir compte de la complexité du marché, d'une éventuelle visite nécessaire sur les lieux, de différents compléments qui seraient apportés en cours de procédure. Donc, très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un délai très court peut être laissé pour un petit marché de fourniture basique de 30 000 € par exemple, et qu'en revanche, dès lors qu'on est sur un marché de travaux proche de 5 millions d'euros, donc proche du seuil des procédures formalisées, avec par exemple une visite nécessaire sur site pour élaboration de l'offre, eh bien on sera finalement très proche des délais de remise dans le cadre d'une procédure formalisée. S'agissant des variantes, une petite spécificité par rapport à la procédure adaptée, puisque par principe, le dépôt des variantes dans le cadre d'une procédure adaptée est autorisé. D'accord? C'est l'article 58 qui nous précise que pour les MAPA, les variantes sont autorisées, sauf mention contraire dans les documents de la consultation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ne vous précisez rien dans votre RC ou votre DCE, eh bien, il y aura une possibilité offerte par principe aux candidats de déposer des variantes, et donc vous devrez analyser ces variantes, avec obligation de mentionner des exigences minimum à respecter. Donc pensez bien, si vous ne souhaitez pas avoir de variante en MAPA, à l'indiquer expressément dans le cadre du DCE, car à défaut, vous allez vous retrouver éventuellement avec des variantes à analyser et vous n'auriez pas prévu ce cas. Notamment pour les marchés de travaux proches de 5 millions d'euros, il faut bien avoir en tête ce critère. S'agissant des critères et des sous-critères de choix des offres, la jurisprudence a fait évoluer pas mal la réglementation sur ce point, puisqu'on nous dit en gros que pour tout marché public, donc y compris les MAPA, l'acheteur doit évidemment, dès l'engagement de la procédure, informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que leurs conditions de mise en œuvre. Donc dès lors, ça veut dire qu'il faut avoir à l'esprit que eh bien, tout critère de choix qui ne serait pas annoncé dans le cadre de la procédure pourrait entraîner l'annulation de cette procédure. Également l'utilisation de sous-critères qui est possible mais qui ne serait pas annoncé ou dont la pondération ne serait pas annoncée constituerait une fragilité de la procédure puisqu'on considérerait que la règle du jeu de notation n'a pas été communiquée aux différents candidats. Donc il faut penser, dès lors que vous utilisez des sous-critères pondérés, à bien afficher la règle du jeu aux candidats, y compris en MAPA. Donc, je vous ai remis les principales décisions du Conseil d'État sur le sujet, et c'est le principal point qui entraîne, en matière de référé notamment, des risques d'annulation de la procédure. Donc toujours penser à bien annoncer la règle du jeu aux candidats.
On peut également noter qu'en MAPA, l'expérience du candidat qui ne peut pas être utilisée comme un critère de choix en matière de procédure formalisée peut l'être en matière de MAPA. Donc ça, c'est un arrêt Parc naturel régional des Grands Causses avec un certain nombre de conditions, puisque cette possibilité d'utiliser ce critère spécifiquement en MAPA ne doit pas être prépondérant dans la notation et doit évidemment être annoncé, comme je vous le disais à l'instant. Concrètement, la pondération des critères de choix, elle est obligatoire en procédure formalisée, elle ne l'est pas en procédure adaptée, mais en pratique, je vous recommande grandement de recourir à cette méthode de pondération dans la mesure où elle facilite tout d'abord l'élaboration des offres par les candidats, puisqu'ils peuvent adapter leurs offres au moment de l'élaboration en fonction de ces critères. Elle rend plus objectif le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse et elle permet aux candidats évincés de comprendre le choix de l'attributaire en évitant ainsi des contentieux potentiels qui n'auraient finalement que pour but d'essayer de comprendre et d'obtenir des explications sur la façon dont a été attribué le marché. Alors, s'agissant de la possibilité de recourir à la négociation en MAPA, c'est évidemment l'intérêt principal de cette procédure, contrairement à la procédure d'appel d'offres, qui est la procédure formalisée de principe qui ne permet pas de négocier. Le MAPA ouvre la possibilité de la négociation des offres avec les candidats. Donc ça, c'est un article 27 qui est, à mon sens, pas extrêmement bien rédigé, qui nous dit que lorsque l'acheteur a prévu de négocier, il peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué dans les documents de la consultation qu'il se réserve la possibilité de le faire. Donc en gros, c'est une décision de 2015 du Conseil d'État qui avait validé la fameuse mention que le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier. Donc plusieurs hypothèses sont à envisager. Soit l'acheteur n'a rien prévu dans le RC, il ne peut donc pas évidemment mettre en œuvre une négociation. Soit l'acheteur a expressément indiqué dans le RC qu'il n'entendait pas recourir à une phase de négociation et il ne peut plus alors évidemment décider de négocier. Soit il a indiqué qu'il entendait expressément négocier, et il est alors tenu de négocier puisque les offres remises n'ont pas été forcément les meilleures offres remises, les candidats se réservant une possibilité d'améliorer cette offre au cours de la négociation. Soit on a indiqué qu'on se réservait la possibilité de négocier. Dès lors, évidemment, deux possibilités sont envisagées. Soit les offres correspondent aux attentes et on peut attribuer le marché sans négociation, soit les offres peuvent être optimisées, et dans ce cas-là, on a la possibilité de recourir à la négociation. L'intérêt et le déroulement de la négociation, c'est que ça permet de favoriser la concurrence en obtenant notamment un gain financier quand on négocie sur les prix. Attention toutefois au déroulement de ces négociations qui doivent être menées dans le strict respect d'égalité de traitement. Donc on doit faire les mêmes demandes à tous les candidats dans les mêmes délais. On ne doit pas évidemment aboutir à la modification des caractéristiques substantielles de la consultation et des offres. On ne doit pas renoncer à l'application d'un des sous-critères et on doit faire attention au respect du secret industriel et commercial et ne pas communiquer dans le cadre de négociation des éléments sur les offres concurrentes. L'examen des offres en MAPA, un grand intérêt également de la négociation, c'est de pouvoir récupérer et rattraper des offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. Donc j'ai rappelé les définitions de ce qu'est une offre irrégulière, inacceptable et inappropriée. Très fréquemment, c'est l'offre irrégulière qui est le plus souvent qui pose le plus souvent question, c'est des offres qui sont incomplètes parce qu'il manque un certain point, soit un prix dans un BPU, soit un élément dans l'acte d'engagement, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux grands cas pour rattraper ces offres. Dans les MAPA sans négociation, le principe, c'est qu'évidemment, les offres irrégulières, inappropriées et inacceptables doivent être éliminées. Toutefois, il y a une exception désormais. On a la possibilité, en MAPA sans négociation, d'autoriser les soumissionnaires ayant présenté une offre irrégulière à régulariser cette dernière, sauf offre anormalement basse, avec la réserve que cette régularisation ne doit pas avoir pour effet de modifier les caractéristiques substantielles des offres.
Évidemment, dès lors qu'on régularise une offre, il faut le faire avec toutes les offres irrégulières. À défaut, il y a une violation du principe d'égalité de traitement. Dans les MAPA avec négociation, eh bien, le principe, c'est que les offres inappropriées sont éliminées et en revanche, on peut, cette fois-ci, dans le cadre des négociations, rendre régulière une offre irrégulière ou acceptable une offre qui ne l'était pas. Alors, petit rappel de qu'est-ce qui peut être régularisé dans ce cadre. Une offre qui présenterait une simple erreur matérielle, une offre dont le BPU serait incomplet parce qu'il manquerait une ligne de prix, une offre dont l'acte d'engagement ne renseignerait pas un document mais qui se retrouverait dans le cadre d'un autre document de l'offre, ou effectivement un BPU erroné. En revanche, évidemment, une offre dont le mémoire technique n'est pas fourni ne peut être considérée comme régularisable dans le cadre de cette procédure. Alors, l'achèvement de la procédure, donc toujours la possibilité de déclarer sans suite une procédure, hein, comme dans toutes les procédures. Une nouveauté importante s'agissant de l'information des candidats évincés, alors qu'avant il n'était pas nécessaire d'informer ces candidats, désormais l'article 99 du décret impose à l'acheteur de notifier aux candidats évincés le rejet de leur offre. D'accord, donc ça c'est l'article 99 qui constitue vraiment une nouveauté, puisque maintenant dès lors qu'on décide de rejeter une candidature ou une offre, y compris pour les marchés à procédure adaptée, eh bien il faut notifier le rejet de cette offre. On doit communiquer également aux candidats évincés qui en font la demande les motifs de ce rejet dans un délai de 15 jours et également à la demande du candidat évincé les caractéristiques et avantages de l'offre. Donc l'information brute visée à l'article 99 n'a pas besoin d'être trop détaillée, mais elle a en tout cas l'obligation d'être faite désormais. En revanche, toujours la même chose concernant le délai de standstill, hein, qui est le délai de signature dans lequel on ne peut pas signer le marché entre la notification de l'attribution et la signature du marché, puisque ce délai de standstill est uniquement maintenu pour les procédures formalisées. Hein. Donc il n'y a pas de délai de standstill en MAPA, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut signer le marché très vite après l'envoi des lettres de rejet, y compris même avant l'envoi des lettres de rejet, dès lors que l'attribution a été faite, afin notamment d'éviter toute possibilité de référé précontractuel ou référé contractuel. En pratique, ne serait-ce que vis-à-vis d'une obligation de courtoisie vis-à-vis des candidats qui ont passé du temps à préparer leur offre, je vous conseille quand même de laisser un délai minimum, même bref, entre l'envoi des lettres de rejet et la signature du marché. Ça peut être bon d'ailleurs de permettre l'exercice du référé précontractuel pour purger d'éventuels recours avant de se lancer dans l'exécution du marché qui pourrait éventuellement donner lieu ensuite à une éventuelle annulation dans le cadre d'un recours au fond qui est avec des conséquences assez importantes. Donc voilà, même si c'est pas obligatoire, il est quand même de bonne pratique de laisser un délai même assez bref volontaire de standstill pour que les candidats puissent éventuellement faire ce recours. Le marché est ensuite notifié au titulaire, hein, je reprécise pour les marchés des collectivités locales que seuls les marchés d'un montant supérieur à 209 000 € doivent être transmis en préfecture et tous les marchés supérieurs à 209 000 € doivent l'être, donc y compris les marchés de travaux. Hein. Donc les marchés de travaux entre 209 et 5 225 000 doivent être transmis en préfecture avant notification. S'agissant de l'avis d'attribution et du rapport de présentation, il y a une distinction à faire entre les MAPA de l'article 27 et les MAPA de l'article 28, puisque s'agissant de l'avis de l'attribution, les MAPA article 27 en sont dispensés, alors que les MAPA article 28, services spécifiques, doivent faire l'objet d'une publication d'un avis d'attribution. Alors, quand même pour les MAPA article 27 en dessous des seuils, il peut être utile de publier cet avis d'attribution dans la mesure où c'est cette publicité de l'avis d'attribution qui fait partir le délai de 2 mois du recours en contestation de validité du contrat, donc le fameux recours Tarn-et-Garonne qui a pris la suite du recours Tropique. Ça peut être donc intéressant de publier cet avis d'attribution pour fermer ces voies de recours qui sinon peuvent être faites sans délai.
S'agissant du rapport de présentation, là encore, les MAPA de l'article 27 en sont dispensés, alors que les MAPA de l'article 28 doivent faire l'objet de ce rapport de présentation dès lors qu'ils sont supérieurs au seuil de 750 000 et d'1 million d'euros, comme nous avons vu tout à l'heure. Deux nouvelles obligations également prévues par le décret en fin de procédure. L'obligation de donner un accès aux données essentielles du marché à compter du 1er octobre 2018 au plus tard. Il nous indique, l'article 107 du décret nous précise que on doit fournir sur le profil d'acheteur un accès libre, direct et complet aux données essentielles de ce marché. Donc c'est évidemment l'identification de l'acheteur, la nature et l'objet du marché, la procédure de passation utilisée, le lieu d'exécution, la durée du marché, le montant et les principales conditions financières de ce marché et l'identification du titulaire. Ces informations doivent être disponibles au plus tard 2 mois à compter de la notification du marché, donc à compter du 1er octobre 2018, ces éléments pourront utilement remplacer la publication d'un avis d'attribution pour faire partir les délais de recours du recours tropique et Tarn-et-Garonne. Une obligation également de durée de conservation des dossiers, y compris en MAPA, puisque l'article 108 du décret nous précise qu'on a l'obligation en tant qu'acheteur de conserver les pièces constitutives du marché pendant une durée minimale de 5 ans pour les marchés de fourniture et de services et de 10 ans pour les marchés de travaux, de maîtrise d'œuvre ou de contrôle technique, et ce à compter de la fin de l'exécution du marché public. Également obligation de conserver les plis des candidats, donc candidature et offre, ainsi que tous les documents relatifs à la procédure de passation pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de signature du marché. Voilà. Maître, je vous remercie donc pour cette présentation très claire donc sur ce sujet assez vaste des MAPA. Alors je vous demande de bien vouloir patienter quelques instants le temps que nous examinions les questions qui ont été posées par écrit. Donc, un certain nombre de questions ont été posées, donc je vais les lire et tenter d'apporter une réponse. Alors, première question, comment peut être formalisé l'écrit à compter de 25 000 € suite à une demande de devis? Donc, j'imagine que c'est la formalisation écrite de la commande. Donc, dès lors qu'on a demandé un devis, je rappelle qu'on est en procédure adaptée et donc il n'y a pas nécessité de réaliser un écrit extrêmement formalisé. Ça peut faire l'objet d'un échange de lettres. L'important, c'est qu'il soit nécessaire de bien avoir l'accord du candidat et de l'acheteur sur les éléments essentiels du marché, à savoir le prix, l'objet et la durée. Donc ça peut uniquement faire l'objet, par exemple, d'une lettre de commande à la suite du devis. Deuxième question, jusqu'à 90 000 €, peut-on envisager une publicité et simultanément une demande de devis? Alors effectivement, jusqu'à 90 000 €, la publicité étant libre, il peut y avoir donc une publicité sur un site internet, par exemple le site de la ville ou la presse locale, et effectivement simultanément une demande de devis peut être tout à fait envisagée
à transmettre à vos prestataires habituels dès lors que eh bien, ils n'auraient pas vu la publicité. Vous pouvez tout à fait effectuer simultanément cette demande de devis. Troisième question, lors des négociations en MAPA, est-il possible de donner une limite de prix à l'ensemble des candidats admis à la négociation? Alors cette possibilité me semble tout à fait permise, effectivement, puisqu'on peut tout à fait envisager un MAPA avec un montant maximum. Et donc, vous pouvez, dès lors que vous respectez la légalité de traitement, donner une limite de prix à l'ensemble des candidats, que ce soit une limite haute ou une limite basse pour éviter les offres anormalement basses, sachant qu'il faut évidemment respecter l'anonymat des offres remises et donc ne pas transmettre aux candidats le montant des prix des différents concurrents. Mais dès lors qu'il y a cette anonymisation et le respect de l'égalité de traitement, cette possibilité me semble tout à fait permise. Autre question, quels sont les éléments intangibles du marché qui ne peuvent pas faire l'objet d'une négociation MAPA? Alors ça va évidemment dépendre de ce que vous avez indiqué dans votre DCE. Les éléments intangibles, c'est évidemment l'objet du marché, la forme du prix, les délais si vous avez décidé de délais stricts. Donc voilà, les éléments intangibles, sans pouvoir donner trop de détails, parce que ça va dépendre un peu en fonction de chaque procédure, ce sont évidemment les éléments principaux du marché, donc notamment évidemment l'objet et le prix. Autre question, les notifications de rejet envoyées par voie électronique doivent-elles être revêtues d'une signature électronique ou une signature scannée et tolérée? Très sincèrement, une signature scannée peut être tout à fait tolérée dans la mesure où une notification de rejet envoyée par voie électronique peut constituer en un scan de la lettre de rejet, donc signée manuellement, transmise par courrier électronique. Hein. Donc dès lors, vous n'avez pas besoin d'une réelle signature électronique pour cette notification de rejet. L'important est de pouvoir démontrer que la notification de rejet a bien été transmise au candidat, la nature de la signature sur cette notification de rejet n'ayant pas extrêmement d'importance. Autre question, pourquoi indiquer un seuil de 50 000 € pour les demandes de devis et pas un autre? La publicité est obligatoire à partir de 90 000 €. Alors c'est évidemment toujours cette question délicate de la demande de devis, la demande des 3 devis. On est entre 25 000 € et 90 000 €. Hein. En dessous de 25 000 €, il y a possibilité de ne pas d'aller directement chercher le prestataire, et 90 000 €, il y a la possibilité, enfin l'obligation de procéder à une publicité. Donc entre ce seuil, c'est une zone un peu grise pour lequel on vous dit qu'une publicité n'est pas strictement nécessaire. C'est-à-dire que vous êtes, c'est là où c'est un peu difficile, c'est que vous êtes libre. Donc la procédure des 3 devis, elle est possible en théorie entre 25 et 90. Néanmoins, il est quand même assez risqué selon moi de faire une procédure de 3 devis ou même de 5 devis à compter d'un seuil effectivement arbitrairement fixé à 50 000 €. Pourquoi? Parce que après ces montants-là, vous avez quand même un risque qu'on vous fasse le reproche que la publicité n'est pas efficace et que vous n'ayez pas suffisamment touché les acteurs du marché objet de ce marché. Donc j'ai fixé ce seuil un peu arbitrairement à 50 000 € qui pourra être un peu plus bas ou un peu plus haut en fonction de l'objet du marché. Alors, autre question, vous avez évoqué la possibilité de recourir aux critères de choix des offres relatifs à l'expérience du candidat en MAPA sous respect de certaines conditions. Toutefois, que pensez-vous du critère de choix introduit par l'article 62 du décret qui porte sur l'expérience du personnel assigné? Alors effectivement, ce critère se rapproche de l'expérience du candidat. Je vous ai mentionné la jurisprudence qui l'a autorisé en MAPA pour vous donner les conditions dans lesquelles ce critère peut être utilisé dans le cadre d'une procédure adaptée.
Maître, je vous remercie donc d'avoir répondu aux différentes questions posées par les participants. Donc à tous, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire consacré au marché à procédure adaptée et vous donne donc rendez-vous en 2017 pour de nouveaux rendez-vous experts. À bientôt.